Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus à ce webinaire. Je suis Thomas Chardin, dirigeant fondateur de Parlons RH. Et c'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer avec vous, pour vous, ce 57e webinaire sur le thème de l'expérience collaborateur en 2022. Offrir le meilleur à ses équipes, un vaste sujet. Et nous avons le plaisir ce matin de recevoir un expert de cette thématique en la personne de Christophe Pémira, directeur IMIA de Uber for Business. Bonjour Christophe. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'être là avec nous. Merci vraiment sincèrement parce que je sais que ton agenda est bien pris et tu es par monts et par vaux au regard de ton périmètre. Tu vas nous en parler peut-être un petit peu. Donc merci d'être là avec nous pour pouvoir échanger sur cette thématique, encore une fois, d'actualité. Quel va être notre sommaire? Comme tous les webinaires Parlons RH, d'abord, Christophe nous dira ce dont on va parler. En fait, nous donnera une définition pour qu'on parle tous de la même chose ce matin quand on parle d'expérience collaborateur. Et puis, il nous parlera de son expérience, en fait, comment est-ce qu'il voit les choses, comment est-ce qu'il a vécu les choses ces 2 dernières années. On verra pourquoi c'est important, évidemment, puis on verra aussi quels sont les champs d'application de cette approche de l'expérience collaborateur, et j'espère avec beaucoup d'exemples opérationnels. Vous devez, c'est pas vous pouvez, c'est vous devez utiliser la boîte de chat et de questions. Donc déjà pour la boîte de chat, je vous invite à vous présenter et à se faire coucou mutuellement en disant quelle est votre société, éventuellement votre responsabilité, ça sera plus sympathique. Et puis sur la boîte de questions, n'hésitez pas à poser vos questions à Christophe, à faire vos remarques, à émettre vos commentaires et vos retours d'expérience. On est vraiment là pour pouvoir échanger avec vous et ça me semble particulièrement important. On arrêtera le webinaire à 11h45 précise. On essaye de bien tenir les horaires, malgré parfois le nombre de questions. Et c'est très bien, très important. Voilà le cadre de notre webinaire ce matin. Mais avant de commencer, Christophe, est-ce que tu peux te présenter à notre audience, nous dire qui tu es? Puis pour ceux qui ne connaîtraient pas, et je pense qu'on ne connaît pas tous forcément dans le détail Uber for Business. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Donc, moi, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis d'ailleurs très impressionné de voir le nombre de participants qui est très élevé et qui continue à monter. Donc, je suis Christophe Pémira. Je m'occupe de Uber for Business pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Peut-être quelques mots sur Uber for Business que vous connaissez pas nécessairement tous. En 2014, on a lancé Uber for Business aux États-Unis. On l'a lancé un petit peu plus tard en France. Et en fait, c'est vraiment venu du fait que les entreprises se sont rendues compte qu'un de leurs postes de dépenses les plus importants était représenté par Uber. Donc, il y a un certain nombre d'études qui l'ont montré, notamment des études réalisées par Concur, donc un outil de notes de frais, qui vraiment montrait que les entreprises dépensaient de plus en plus d'argent sur les solutions Uber. Et on a eu un certain nombre de grands groupes américains qui sont venus nous voir en nous disant comment est-ce que vous pouvez nous aider à gérer nos déplacements professionnels. Et donc ça, c'est vraiment la genèse de la création de Uber for Business, sachant qu'aujourd'hui, on est passé donc effectivement d'un petit groupe d'entreprises clients en 2014 et on a aujourd'hui plus de 170 000 clients au niveau mondial, dont 7 000 clients en France. Juste quelques petites questions, et puis après on va passer au vif du sujet, mais tu parlais de ton périmètre IMIA, tu as dit Afrique, Europe, ça concerne quel pays? C'est un peu tous les pays? Donc pour moi, ça va de la Suède, ça se termine en Afrique du Sud, en passant par le Moyen-Orient, donc l'Égypte, l'Arabie Saoudite, en Afrique, le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud, etc. Et alors, c'est hyper intéressant parce que la France, là-dedans, est-ce qu'il y a des spécificités françaises que toi, tu arrives à constater, justement, à avoir des comparaisons transnationales? Tout à fait. Donc, c'est-à-dire que moi, et c'est aussi, je pense, un des intérêts de ce webinaire aujourd'hui, ce que je souhaiterais partager avec vous tous, c'est les comportements des entreprises sur les 2 dernières années, également sur ce qu'on voit aujourd'hui, sur l'ensemble des pays européens. Et on voit qu'il y a des différences, notamment entre la France et l'Angleterre. Et je pourrais également vous donner une comparaison avec ce qu'on voit
aux États-Unis. Donc, on a quelques chiffres qui, à mon avis, sont intéressants, avec des tendances qui sont différentes entre les différents pays. Voilà, ça va nous éclairer pour savoir comment sont les petits Gaulois par rapport au reste, Ouais. le reste du monde. Juste une autre question aussi. Ouais. 7000 clients, c'est quoi la nature des clients? C'est des grands groupes internationaux ou c'est quoi la nature des clients? Et aussi, c'est quoi la nature peut-être de la fonction adressée dans l'entreprise chez ces clients-là? D'accord. Donc, en fait, nous, on a commencé essentiellement avec vraiment des grands groupes aux États-Unis qui voulaient assurer le déplacement professionnel de leurs employés. Et depuis, en fait, on a vraiment développé l'ensemble de nos solutions. Donc, on a toutes les solutions de transport Uber. On a également les solutions Uber Eats pour les entreprises avec des solutions de livraison au bureau, de livraison à domicile, d'animation d'événements, etc. Et quand on regarde les entreprises qui utilisent nos services, on a à la fois, donc par exemple sur la France, des grands groupes du CAC 40. Donc là, on va parler de AXA, Schneider Electric, par exemple. Mais ça va également, ça s'étend à des entreprises plus petites, à des startups, à des unicorns. On travaille avec des entreprises comme Doctolib, Miracle, etc. Et donc là, c'est vraiment, nos produits s'adressent de façon extrêmement simple à toutes les entreprises qui veulent gérer leur déplacement professionnel et offrir une expérience différente et différenciante à leurs collaborateurs. Donc, toute taille d'entreprise. C'est toute taille d'entreprise. Et tu m'as posé également la question sur la fonction. Donc, moi, ce que j'ai constaté, parce que j'ai rejoint Uber il y a 4 ans, il y a 4 ans, quand moi j'ai commencé, on parlait essentiellement à des fonctions procurement, donc fonctions achat et des fonctions finance. Donc, c'était une question, vraiment une approche très financière de ce poste de dépense qui était donc important pour les entreprises. Et ce qu'on a constaté en fait depuis le début du Covid, c'est la montée dans le processus de décision de la fonction RH. Donc on a maintenant les directeurs RH qui sont quasi systématiquement impliqués dans le choix de solutions de déplacement ou d'animation des équipes. Ça me rassure parce que tu sais, on s'appelle Parlant RH, on ne s'appelle pas encore Parlant Procurement. Mais effectivement, ce qui explique ta présence aujourd'hui parmi nous pour parler de ce sujet de l'expérience collaborateur. Alors justement, est-ce que tu peux nous donner juste une définition pour qu'on parle tous du même sujet, même si je suppose qu'il existe pléthore de... Oui, alors donc là-dessus, Thomas, donc moi je vais pas vous lire les 5 lignes de définition. Je peux faire référence au livre blanc qu'on a publié récemment sur l'expérience collaborateur. Pour moi, l'expérience collaborateur, c'est un ensemble d'événements, c'est un ensemble d'attention portée aux collaborateurs qui fait que les gens se sentent bien dans l'entreprise. Et c'est une expérience en fait qui commence au moment du recrutement. Donc là, on a la prise en compte de l'expérience des candidats, l'intégration des employés dans l'entreprise, également tout ce qui fait que les gens vont se sentir bien une fois employés et sur leur lieu de travail et qui va faire qu'ils vont rester. On est dans un moment où, en fait, et c'est un phénomène mondial, où il y a une véritable guerre des talents, donc être capable d'attirer les talents et de retenir les talents, c'est critique pour les entreprises. Et nous, quand on parle aux directeurs RH et à différents dirigeants en France et à l'étranger, on se rend compte que ce n'est pas que une question de salaire, il y a également tout l'environnement qui est super important. Et je pense également que la période de Covid que nous venons de traverser, ou nous traversons encore, j'espère, je souhaiterais être positif en tout cas, nos chiffres montrent qu'on est plutôt bien engagé. Bien engagé pour la sortie de crise. Pour la sortie de crise, je pense que sur les dernières années, il y a une véritable réflexion sur comment est-ce qu'on anime les collaborateurs, comment est-ce qu'on les tient engagés dans un modèle de télétravail. Également, nous, on a beaucoup de discussions avec nos clients et prospects sur comment est-ce qu'on garde des gens motivés dans un modèle hybride
où on est en partie sur du télétravail, en partie sur du travail au bureau, et également une importance forte sur le recrutement. Donc, ça, c'est la définition. On voit que c'est particulièrement important dans le contexte dans lequel on est. Mais je me permets cette question. En fait, pourquoi aborder ce thème aujourd'hui? Tu l'as un petit peu évoqué au travers de son degré d'importance pendant la crise. Mais presque, j'ai envie de dire, quelle est l'expérience que tu as de l'expérience collaborateur, si je puis me permettre cette expression? Eh ben, nous, c'est une expérience qu'on a. Le constat que vous pouvez faire. Donc, nous, le constat qu'on fait, c'est-à-dire qu'on le fait de deux manières. On le fait comme entreprise, parce qu'on a des milliers d'employés au niveau mondial, et aussi en parlant au DRH chez nos clients, chez nos prospects. Donc, tout le monde nous parle en fait de volonté, de besoin de motiver les équipes, de problèmes de rétention. Donc, on a parlé. Donc, c'est un phénomène peut-être plus américain que français, mais de Great Resignation. Donc, je crois que c'est 35 millions de personnes qui ont démissionné ou qui ont changé de job pendant la période de Covid. Et il y a eu énormément de réflexions sur la gestion des ressources humaines au cours des dernières années. Et moi, ce que j'ai trouvé quand même intéressant sur les dernières années, c'est qu'il y a eu beaucoup de créativité apportée à ce sujet. Je vais te donner quelques exemples. Nous, quand on gérait notre entreprise chez Uber ou dans une vie passée pour une grande agence de voyage en ligne, on était essentiellement sur des problématiques de cantine, des problématiques d'espace de bureau, des problématiques de corbeille de fruits. Et là, on voit qu'en fait, les outils mis à disposition des entreprises ont connu un développement extrêmement fort, et on a vu des approches extrêmement créatives au cours des dernières années. Et ce qui est intéressant, c'est que ces approches créatives qu'on a vues ces dernières années, on pense, nous, elles vont rester. Donc, il faut rester, bien sûr, humble et attentif aux tendances. Mais l'animation des collaborateurs par ces nouveaux outils, nous, on voit que ça dure même en phase de sortie de Covid. Ce que tu appelles innovation et créativité, nouveaux outils, c'est quoi par exemple? Nous, ce qu'on a vu, c'est encore une fois, quand on parlait, en tout cas en interne chez Uber, d'expérience collaborateur, on parlait de la qualité de la cantine, on parlait de la qualité des bureaux. Aujourd'hui, on est maintenant sur des thèmes chez nous et chez des clients PME, PMI ou au groupe du CAC 40 sur des problématiques de transport, de qualité de transport, de confort, d'animation d'équipe et de bien-être des employés au bureau. Et on verra d'ailleurs peut-être tout à l'heure qu'il y a des écarts en fonction des différents pays. Je crois qu'on le voit effectivement juste après. Ce que tu dis en fait, c'est que le périmètre de l'expérience collaborateur a tendance à se diffuser, à se propager et même à s'étendre, c'est-à-dire à couvrir un nombre de thématiques beaucoup plus large et presque, on va dire, on se préoccupait presque du collaborateur qu'au sein de l'entreprise. Maintenant, on s'en préoccupe de façon plus holistique, pour utiliser un grand mot, dans toutes ses facettes. C'est exactement ça. Et nous, ce qu'on voit en France et dans d'autres pays, c'est que l'expérience collaborateur, elle commence par le recrutement. Donc, on commence par le recrutement et je sais pas, voilà. Donc, comment est-ce que le candidat vient au bureau quand il doit se présenter? S'il est en Zoom, comment est-ce qu'on fait pour lui donner une expérience la plus agréable ou la moins inconfortable possible? Et donc, ça, c'est au moment du recrutement. Et quand les employés font partie de l'entreprise, c'est comment on les retient, comment est-ce qu'on crée une dynamique d'équipe avec des modes de travail qui ont évolué, avec du travail au bureau, travail à la maison, travail hybride, et également pour beaucoup d'entreprises, des modes de travail de plus en plus internationaux et avec des équipes qui se parlent dans le monde entier, etc. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à Christophe, il est là pour vous, et n'hésitez pas à faire non plus vos
vos retours d'expérience sur le sujet. Même si c'est pas pile poil dans le sujet, mais Nathalie pose une question, on est là pour prendre toutes les questions. Donc voilà, n'hésitez pas. Quel profil de collaborateur recrutez-vous chez Uber for Business? Nathalie, merci pour votre question. Donc nous, on recrute beaucoup. On a des fonctions commerciales, donc des personnes qui vont aller démarcher des entreprises pour leur présenter nos solutions. On a des fonctions de compte management pour aider les entreprises à diffuser ces solutions et à créer des programmes. On a également dans différents pays des fonctions sur le produit, c'est-à-dire qu'on est en permanence en train de développer notre offre et de voir quelles pourraient être les offres les plus intéressantes pour les entreprises. Donc là, c'est des fonctions de produit et de marketing. Et on a le cœur du réacteur, c'est de la technologie. Donc on est en permanence en train de recruter des personnes qui peuvent coder, donc des ingénieurs. Tu as bien vanté les mérites de ta marque employeur et la guerre des talents. Elle est valable effectivement pour tout le monde. J'espère que Nathalie, cette réponse vous convient. Claire te pose la question suivante. Comment débuter une démarche de marque employeur ou expérience collaborateur? Nous engageons dans une PME agricole une démarche et ne savons pas trop par où commencer. Ouf, vaste sujet. Donc Claire, merci pour votre question. Donc, c'est pas une question qui est facile. Moi, ce que je peux faire, c'est juste partager mon expérience. Et après, est-ce que ça s'applique dans le cadre d'une PME agricole, je vais rester assez prudent. Moi, je pense que la démarche employeur, elle vient par déjà un dialogue et une bonne compréhension des problématiques des employés, des problématiques des candidats. Et surtout, le fait de se dire qu'il est important de créer des événements ou des attentions qui soient significatives. Donc, nous, les entreprises qu'on a vues fonctionner de façon efficace sur ce type de sujet, on choisit un ou deux thèmes, et on verra peut-être tout à l'heure quels sont ces thèmes, et elles les ont vraiment bien menés. Jouer sur l'émotion, en fait, on est joué sur la perception. L'expérience collaborateur, c'est bien ça. C'est faire en sorte, ton premier point, c'était l'écoute. C'est-à-dire que parfois, certains employeurs proposent des choses qui ne résonnent pas auprès des collaborateurs. Donc, ça requiert au préalable, comme première étape, de bien les écouter. Ouais, et c'est intéressant, et je ne veux vraiment pas nécessairement vous dire exactement tout ce qu'on a fait en détail avec tous nos clients, mais dans ce cadre de l'écoute, nous, on a un certain nombre de clients pour lesquels, par exemple, le confort et la sécurité, en fait, étaient des éléments clés de ressenti employé, et c'était une des raisons pour lesquelles les employés ne restaient pas nécessairement très longtemps dans le cadre de l'entreprise. Et ça, c'était difficile de le savoir sans leur parler. Donc, en fait, il y a, je pense, tout un travail à faire, soit par les RH, quand il y a un département RH, ou par la direction de l'entreprise, pour bien comprendre quels sont les freins à la motivation, quels sont les points bloquants dans l'expérience employée. On va poursuivre le propos. On reviendra peut-être, Claire, sur la méthodologie ou les grandes étapes de la démarche par la suite. Anne, merci pour votre question. On ne l'oublie pas, mais posez-la dans la partie questions et pas forcément dans la partie chat. Je me permets de cette petite précision. Et tous les autres continuent à poser cette question. On poursuit un petit peu dans le fond du webinaire et puis après, on reviendra sur ces questions, mais n'hésitez pas encore une fois à les poser. Alors, pourquoi est-ce important il y a eu une prise de conscience durant la crise, tu l'as évoqué en introduction. Mais pourquoi c'est si important que ça, l'expérience collaborateur? Moi, je pense qu'il faut bien prendre la mesure de l'enjeu. Et l'enjeu, c'est vraiment le recrutement des talents et c'est la rétention des talents. Et je pense que, et quand on regarde les chiffres, on a une étude de Forrester Research, donc ça, sur laquelle on peut s'appuyer. Et moi, je peux également partager avec vous les exemples que j'ai vus chez Uber au niveau mondial. Il y a effectivement une prise de conscience avec la crise de 2020 de l'importance de l'expérience collaborateur. Et donc, par exemple, en France, on a 23% des dirigeants français qui considèrent l'expérience employée comme une priorité. Donc, c'est en progression, mais ça reste en dessous de ce qu'on trouve dans les autres pays. Et je crois que c'est Anne qui posait une question sur le chat, sur comment convaincre un employeur vieille école.
En fait, déjà, le premier point, c'est de regarder ce qui se passe dans les autres pays. 23% des dirigeants français qui considèrent que l'expérience employée est une de leurs priorités. On est bien en deçà de ce qu'on trouve aux États-Unis où on est à 42%. Et le UK, donc le Royaume-Uni, est tout souvent sur ce sujet, comme beaucoup d'autres sujets, entre l'Europe et les États-Unis. Mais si on regarde ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis, nous, on a vu pendant la crise les entreprises américaines offrir des cartes cadeaux, offrir des bons d'achat. Alors, c'est vrai qu'ils ont été frappés par ce phénomène de Great Resignation, donc d'émissions massives aux États-Unis. On ne sait pas si c'est l'œuf ou le phénomène de l'œuf ou la poule, mais on est dans un monde anglo-saxon où les dirigeants sont extrêmement sensibilisés à ce sujet et sont prêts en fait à investir. Parce que derrière, mener une politique d'expérience collaborateur, c'est pas juste de dire c'est important parce qu'on va tous dire ouais, c'est important, etc. Mais il faut derrière avoir du temps consacré au sujet. Il faut également mettre des moyens financiers qui ne sont pas toujours neutres. Et il faut vraiment avoir un suivi de l'impact de ce type de programme. Donc en France, 23% des dirigeants français qui disent ouais, c'est une priorité. Il y en a 2 fois plus aux États-Unis. Et derrière, il y a un résultat immédiat, c'est-à-dire qu'il y a 10% des employés français qui disent j'ai une excellente expérience collaborateur. On est quasiment à 3 fois plus aux États-Unis, 2 fois plus au Royaume-Uni. Et on se retrouve dans une situation où un certain nombre d'employés, près de la moitié des employés au Royaume-Uni, par exemple, se disent on a constaté un changement de la culture de l'entreprise pendant la période de Covid, alors qu'en France, encore une fois, on est quasiment à un niveau 2 fois moins élevé, donc avec seulement 27% des employés français qui disent que la culture de leur entreprise a évolué. Alors, les chiffres sont très éloquents, j'allais dire, très, voilà, ils factualisent les choses, mais toi, de ton ressenti, parce que tu les côtoies, les entreprises anglo-saxonnes, et puis les autres aussi, hein, tu as évoqué entre la Suède et l'Afrique du Sud, si j'ai bien retenu. Ouais. Il y a des spécificités françaises. Tu trouves que, enfin là, on est en retard, quoi. Clairement, c'est ça le. Alors déjà, on est en progrès. On ne voit pas sur cette slide, mais en fait, on est en progrès et on pense qu'on continue à progresser. Mais on est en deçà de ce qui est fait au Royaume-Uni et aux États-Unis. Moi, quand je regarde notre base client aux États-Unis, il y a un très grand pourcentage de ces clients qui ont fait des programmes pendant la période de Covid, d'animation de leur base employée avec des cartes cadeaux, avec des vouchers, de la livraison de nourriture à domicile pour animer et garder leurs équipes motivées. Quand on regarde la France, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a ce phénomène dans certaines industries. Quand on regarde la technologie, quand on regarde les médias, les cabinets de conseil, les cabinets d'avocats, les cabinets d'audit, on est vraiment sur une base en général d'entreprises qui ont investi dans l'expérience employée et qui ont vraiment mis les moyens en temps et en argent pour traiter ce problème. Et il y a un certain nombre d'industries sur lesquelles ça n'a pas été le cas. Contrairement aux États-Unis, où là, en fait, on a un phénomène qui est beaucoup plus large en termes d'industrie, et c'est la même tendance au Royaume-Uni. Est-ce qu'on peut dire qu'au Royaume-Uni, ça devient la norme, que l'expérience collaborateur est la norme? Et j'en profite pour faire du prosélytisme, Ouais. Mais tu évoques les services d'Uber aussi en filigrane, c'est ton expérience, toi tu le constates au quotidien comme étant une forme de normalité de passer par vos services pour nourrir l'expérience collaborateur? Donc nous, les discussions qu'on a avec les directeurs RH, que ce soit en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis ou dans d'autres pays, c'est qu'ils sont à la recherche d'une boîte à outils. Donc en fait, il y a un certain nombre d'outils, un certain nombre de leviers qu'ils peuvent activer. Alors, il y a différents sujets. Il va y avoir des sujets autour des retours de congé maternité, il y a des sujets autour de l'accueil des nouveaux employés.
mais sur les sujets que nous, on a pu traiter chez Uber, on retrouve une récurrence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les directeurs RH ont mis en place des outils, que ce soit sur le transport ou la livraison de nourriture, ce que l'on voit, en fait, c'est une récurrence de l'utilisation de ces outils et qui perdure. Donc, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, nous, on voit que ça perdure, que ce soit pour les candidats dans un processus de recrutement, que ce soit pour l'animation des équipes, que ce soit des animations d'équipes commerciales, marketing, tech, etc. Voilà. Et donc, on voit vraiment un changement dans les modes de consommation et de dépenses des entreprises. Et ça reste. Alors, justement, on va prendre quelques questions, notamment Jean qui te pose la question ou le commentaire suivant. Le mot employeur semble désuet quand c'est le métier qu'il faut davantage valoriser que le simple emploi. Le métier versus l'emploi. Le métier-heure, il faudrait dire, alors presque, hein, si on était sur la marque, non pas la marque employeur, mais si on était sur le métier. Donner à la marque la fonction d'employeur, n'est-ce pas la réifier, c'est ça ? Jean, si vous pouviez préciser votre propos, ce serait super bien. Donner à la marque la fonction d'employeur, n'est-ce pas la réifier ? Je ne suis pas certain de tout comprendre, donc voilà. Mais n'hésitez pas à partager aussi dans le chat. Jean, je ne sais pas si j'ai bien interprété votre question, mais… donner une personne au sens… La marque devient-elle une personne ? La marque de l'entreprise ? La marque employeur, je suppose. Moi, je pense que la façon dont les employés, quand on parle d'employés, pour moi, ça commence de collaborateurs, ça commence au niveau du processus de recrutement. Ça a un impact extrêmement fort sur les marques. Et ça a un impact extrêmement fort sur la perception d'une entreprise et sur le respect apporté par une entreprise à son environnement. Et ça, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Enfin, pour moi, effectivement, l'expérience collaborateur concourt à un élément distinctif de la marque employeur, un élément distinctif de l'entreprise dans sa dimension employeur, un élément signifiant, et c'est bien ça le propre de la définition d'une marque. Il y avait un autre propos de Jean qui évoquait comment comprendre le mot collaborateur quand le salarié demeure dans un lien de subordination avec un management majoritairement hiérarchique. Alors Jean, moi je vais encore une fois partager avec vous ce que j'ai vu. Je pense qu'on n'est pas sur un modèle, que ce soit en France ou dans d'autres pays européens ou au niveau mondial, on n'est pas sur des modèles uniques d'organisation. Et ce qu'on voit aujourd'hui, notamment en France, c'est des attitudes extrêmement différentes en fonction des industries. Quand on est dans des sociétés notamment technologiques, des sociétés de médias, des cabinets de conseil, il y a certes un manager, mais on est, je pense, dans des organisations beaucoup plus plates que certains groupes qui peuvent être beaucoup plus traditionnels, pour faire référence à un commentaire qui a été fait par Anne précédemment. Et Robin te pose la question suivante, et puis après on poursuivra le troisième temps de ce webinaire, tout en continuant à prendre vos questions. J'insiste, une fois le besoin des collaborateurs identifié, il est important de trouver comment les engager, car beaucoup partagent leurs envies, mais une fois que les actions sont mises en place, elles ne sont pas utilisées. Comment engager les collaborateurs et créer une vraie culture d'entreprise ? Nous, ce qu'on a vu déjà de façon quasi systématique, c'est un suivi des actions. C'est-à-dire que quand on parle par exemple, de programmes de transport, de programmes de livraison de nourriture, d'autres types de programmes de motivation des employés, on est systématiquement sur un programme. C'est-à-dire qu'on est sur une définition du besoin en amont par l'équipe DRH, la définition de différents prestataires potentiels, le lancement, donc le rollout qui est extrêmement important parce qu'il y a un élément de communication qui est clé au moment du lancement du programme. Et derrière, il y a toujours un besoin de suivi avec
des questionnaires qui sont envoyés aux employés pour bien mesurer le niveau de satisfaction et de bien mesurer l'impact. Donc ça se gère vraiment comme c'est un programme. C'est pas one shot, je fais un truc et je m'en vais. C'est en amont de la définition du besoin avec les employés à un lancement qui est vraiment bien léché et bien préparé et un suivi de l'impact. Oui, tout à l'heure, d'ailleurs, dans la réponse à Anne, tu évoquais bien la notion de suivi comme étant une démarche dynamique, cinétique et pas uniquement. Ouais, et d'ailleurs, ce qu'on a vu, c'est par exemple un certain nombre de programmes qui commencent, alors plutôt pour des grands groupes, des programmes d'expérience collaborateur qui commencent au niveau d'un département, donc un département marketing, un département commercial, un département technologique, et qui après, quand ça marche bien, qu'il y a de la satisfaction, qui s'étend à d'autres départements de l'entreprise. Sachant que dans des grands groupes, quand on veut vraiment gérer les besoins de tout le monde et faire la preuve que ça marche, ça peut être difficile et ça peut prendre beaucoup de temps. C'est la progressivité de la démarche. Alors, on a vu ça fonctionner notamment quand on est sur des PME, PMI, des boîtes de tech, des sociétés de conseil. Ça va très vite et ça touche tout le monde. Sur des plus grands groupes, ce qu'on a vu, c'est souvent des pilotes qui sont réalisés au niveau d'un département et progressivement, effectivement, en étant le programme. On a vu ce que c'était, on a vu pourquoi c'était important, et puis on a échangé sur différentes thématiques liées à l'expérience collaborateur, la marque employeur et la notion d'engagement. Ouais. Quels sont les champs d'application, quels sont les bénéfices en fait qu'on peut tirer d'une démarche d'expérience collaborateur? Alors, donc nous, donc moi, ce que je vais partager avec vous, c'est ce qu'on a constaté, c'est ce qu'on a vu sur les 2 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a d'autres sujets, donc je suis bien conscient qu'il y a d'autres sujets comme les retours de congé maternité, etc. Nous, les sujets qu'on a vraiment touchés et qu'on a évoqués avec les DRH, c'est essentiellement la sécurité des employés, qui a été un sujet extrêmement important au cours des 2 dernières années. La motivation, donc comment est-ce qu'on garde des gens motivés, alors ça n'a pas été facile pour tout le monde de travailler depuis la maison. Le bien-être, donc le bien-être, c'est toute une question de confort, mais aussi de santé mentale, comment est-ce qu'on se sent bien et le plus heureux possible dans le cadre professionnel. Des problématiques d'image, donc là on revient sur la question, je crois, de gens sur la marque et l'image que veut donner une entreprise par son action au niveau des employés, mais également au niveau des candidats. La performance, ouais, il y a un aspect de performance des équipes qui est recherché, et aussi un besoin de reconnaissance. On a perdu au cours des 2 dernières années un lien social qui était fort avec une présence tous ensemble dans le monde du travail et au bureau. Et nous, on nous a remonté un vrai besoin d'avoir une reconnaissance des employés. Voilà, donc sécurité, motivation, bien-être, image de l'entreprise, performance et reconnaissance. Ouais, et c'est pas exhaustif. Jean pose la question et la montée en compétences. Tu évoquais l'idée que c'est ce que toi tu as pu, c'est les items que tu as pu constater et que c'était pas forcément complet. J'allais dire qu'il y avait d'autres sujets. Moi je pense qu'on est, quand on est sur l'expérience utilisateur et l'agent, moi je vais partager mon expérience personnelle. Il y a 10 ans, c'était les grands sujets, c'était la corbeille de fruits et ce qu'on mangeait à la cantine. Et puis la taille du bureau. Moi, ce que j'ai constaté ces dernières années, et avec une accélération pendant la période de Covid, c'est une explosion en fait des sujets. Et nous, les sujets sur lesquels on est intervenu ou sur lesquels on nous a consultés, c'est vraiment ces sujets-là. Et encore une fois, cette liste, elle n'est pas exhaustive et je suis convaincu que vous et persuadé que vous travaillez sur d'autres problématiques. Je vous invite à la compléter éventuellement en commentaire. Mais alors, une question importante sur ces 6 sujets-là. Est-ce que tu as des exemples très opérationnels pour qu'on puisse matérialiser presque chacun de ces bénéfices, sécurité, motivation, image, performance, reconnaissance? Rapidement, en fait, sur la sécurité, on a par exemple beaucoup travaillé avec des chaînes d'hôtels, avec des chaînes de restauration, donc avec des employés qui travaillent tard et pour lesquels le trajet
domicile, lieu de travail, domicile, en fait, était problématique parce qu'ils ne se sentaient pas du tout à l'aise. Et en fait, l'impact pour les entreprises, c'était un turnover, donc un taux de démission très élevé où les gens ne se sentaient pas à l'aise pour leur personne ou ne se sentaient même pas à l'aise d'aller dans les transports publics à cause du Covid. La motivation, ben ça, c'est comment est-ce qu'on anime les équipes. On est plutôt sur des équipes commerciales qui vont essayer d'animer leurs commerciaux avec des challenges et de garder un esprit de compétition. Le bien-être et le confort, on a travaillé avec une grande chaîne de fast-food de haut de gamme, donc Big Pharma pour pas les citer, qui a vraiment mis à disposition de leurs collaborateurs des solutions de transport entre leur domicile et le bureau. On n'était pas dans les problématiques de sécurité, mais plus dans les problématiques de transport et de bien-être. L'image, nous, on l'a vu essentiellement au niveau des candidats, avec beaucoup d'entreprises qui nous disent comment est-ce qu'on améliore l'expérience du candidat quand il est à distance. Donc comment est-ce qu'on anime quelqu'un qui est en Zoom ou sur un Microsoft Teams, etc. Ou alors quand on les fait venir à notre bureau, est-ce qu'on n'a pas intérêt à leur faciliter le déplacement? Donc, c'est un Ça, impact. je trouve ça énorme en fait comme service rendu et comme bénéfice d'image pour un candidat qui est de dire ne vous déplacez pas en transport, je vous envoie un chauffeur. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de coût, en fait, on n'est pas sur des enveloppes budgétaires extrêmement importantes. La performance, donc là, nous, on a beaucoup travaillé dans des domaines assez précis. Hein. Donc, c'est les banques d'investissement, les cabinets de conseil, c'est les cabinets d'audit qui doivent close the book, donc clore les comptes très rapidement en début d'année. Donc là, c'est comment est-ce qu'on garde des équipes sur le pont dans des moments où il faut vraiment délivrer. Donc là, c'est tous les services encore une fois, de transport et de livraison de nourriture pour que tout soit fait pour que ces personnes soient dans un cadre qui leur assure une performance essentielle. Et la reconnaissance, c'est cette capacité d'avoir de l'attention, des petits cadeaux et de reconnaître le travail des gens avec un geste. Et là, ce qui est important, ce qu'on nous dit et ce qu'on voit, c'est pas nécessairement l'aspect monétaire, mais c'est le geste qui est important. On est beaucoup dans une gestion des indicateurs de performance, etc. Et être capable de reconnaître le travail réalisé, c'est important. Alors, on va prendre des questions. Claire pose la question suivante ou le commentaire suivant. Nous avons réalisé un audit et un relevé des actions, des avantages et avantages existants. Mais comment les communiquer, comment les matérialiser aux collaborateurs avant de parler de l'amélioration de la marque employeur? C'est une bonne question, Claire. Moi, je vais vous donner encore une fois ce que nous, on a vu bien fonctionner et ce qu'on fait également chez nous dans notre entreprise. Quand il y a un audit qui est fait, quand il y a des questionnaires qui sont lancés au niveau des collaborateurs, moi, je pense qu'il y a une attente forte des collaborateurs d'avoir un retour. C'est-à-dire que si on veut garder une population engagée, si on veut garder une population motivée, il faut qu'il y ait un retour. Donc, quand on fait ce type de questionnaire, je pense qu'il est important de revenir vers les collaborateurs en leur disant que ce soit dans des forums publics, par email, une conférence annuelle, etc. C'est important de dire, voilà ce que vous nous avez dit, vraiment d'acter ce qui a déjà été dit et de dire, voilà, et maintenant, nous, nos priorités au niveau de la direction de l'entreprise, c'est pas nécessairement d'adresser tous les éléments qui ont été remontés, mais c'est d'en choisir un ou deux ou trois et de bien les traiter. Mais je pense que la communication, il faut vraiment le faire. Il ne faut pas zapper cette étape. Et même s'il y a des sujets qui peuvent être un peu embêtants, il vaut mieux communiquer, être extrêmement clair avec ses employés. En fait, on est toujours dans cette culture du feedback et du suivi. Hein. Je pense, ouais, exactement. Et notamment quand on demande de l'input, désolé pour l'anglicisme, mais les gens s'attendent à avoir un retour. Parce que si on ne donne pas de retour, derrière, la qualité des retours sera moindre. Parce que les gens se disent, ouais, faut que ça sert. Encore un questionnaire, je ne sais même pas où ça va et à quoi ça sert. Donc, c'est vraiment des programmes qu'il faut être capable de gérer avec des boucles.
Une remarque de Samuel, Ouais. les collaborateurs sont aussi les non-employés, les Ouais. partenaires, les prestataires, les fournisseurs, les clients. Je vais plus Ouais. loin. Pardon, ce n'est pas dans votre question, Samuel, mais je vais un tout petit peu plus loin. C'est un écosystème ouvert qui embarque son réseau dans une aventure entrepreneuriale. Au plus l'expérience collaborateur est forte, au mieux elle fédère l'excellence pour atteindre ses objectifs stratégiques. Ouais, bah, tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, Samuel. Et nous, ce qu'on a vu également, c'est la volonté de traiter l'écosystème de façon égale. Et il y a cette formule qui me vient en anglais, je suis vraiment désolé, il y a no second class citizen, donc il n'y a pas de différence de traitement entre les personnes d'une même équipe, parce que là, on parle d'animation d'équipe. Et ben voilà, je suis d'accord avec vous. C'est un écosystème. Effectivement, c'est pour ça qu'on parle d'expérience collaborateur, tous ceux qui collaborent, qu'ils soient. Ouais, ça va au-delà de l'employé. Ça va au-delà de l'employé. Exactement. Dernière question, même si après, moi, j'en aurai encore quelques-unes à ton attention. Jean te pose la question, quels sont les indicateurs pour mesurer les impacts positifs de l'expérience collaborateur? Donc nous, ce qu'on a constaté, Jean, c'est deux choses. Donc, c'est au niveau d'un programme, c'est des niveaux de satisfaction. Donc, si c'est un programme de transport, un programme de livraison de nourriture ou autre chose, quelle est vraiment la satisfaction des employés, numéro un. Et de façon ultime, nous, quand on parle aux DRH qui suivent, c'est les taux d'attrition. Hein. C'est est-ce qu'ils sont capables de retenir les personnes qu'ils veulent retenir dans l'entreprise. Turnover, taux de départ. Ouais. Et puis après, peut-être par extension. Les progressions. Donc, j'ai vu des questions sur la montée en compétences des collaborateurs. C'est aussi, est-ce que les gens restent plus longtemps dans l'entreprise? Est-ce qu'ils sont promus? Le nombre de promotions au sein de leur carrière au sein de l'entreprise. Alors moi, j'ai deux questions pour finir d'une certaine manière ce webinaire. D'abord, merci de vos questions et merci de ton propos sur ce sujet-là. Mais deux questions, parce que tous les webinaires Parlons RH se terminent par ces deux questions. Quel est ton coup de cœur et ton coup de com', ou ton coup de com' et ton coup de cœur? Alors, j'ai commencé par le coup de com'. On a lancé Uber Green for Business hier en France. Donc là, vraiment, l'objectif pour nous, c'est d'encourager la migration vers des véhicules électriques non polluants. Et on pense que c'est extrêmement important et que ça fait partie des attentes des collaborateurs et des employés. Donc ça, c'est mon coup de com'. N'hésitez pas à aller sur le site Uber for Business ou à venir nous contacter directement si vous êtes intéressé. Il y a un jalon, pardon, là-dessus. C'est quoi les orientations? Enfin, il y a des objectifs. Ouais, on a des objectifs très très clairs. Donc, sur le marché français, on veut avoir 0 véhicule diesel sur la plateforme en 2024, 50% de véhicules électriques sur la plateforme en 2025. Et on veut être sur du zéro émission en Europe et en Amérique du Nord en 2030. Zéro émission. Ouais. Ça, c'était ton coup de com', qui est presque un coup de cœur. Et ton coup de cœur, ça va être un coup de com'? Mon coup de cœur, ce que c'est. Donc, c'est pas du Uber. Moi, mon coup de com', c'est le musée du Caire. Comme tu le disais en introduction, j'ai la chance de voyager beaucoup pour mon métier. J'étais la semaine dernière en Arabie Saoudite et au Caire. Et en fait, moi, mon expérience collaborateur, c'est que j'ai pris 2 heures pour aller au musée d'Antiquité du Caire. J'ai trouvé ça exceptionnel. J'ai pris des photos, j'ai montré ça à mon équipe et à ma famille. Et en fait, j'étais super content. Mais c'est ça l'expérience collaborateur, c'est avoir de l'émotion, c'est avoir des coups de cœur et pouvoir les partager. Merci infiniment, Christophe, d'avoir fait ce petit bout de chemin avec nous sur le thème de l'expérience collaborateur. Merci de ton propos, merci de nos échanges, merci à toutes et tous de nos échanges. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au Salon Solutions Ressources Humaines de Paris, porte de Versailles. Toute l'équipe Parlons RH vous attend au stand B02. J'aurai le plaisir d'animer la conférence plénière qui parlera un petit peu d'expérience collaborateur puisqu'on parlera de la fonction RH et puis surtout d'animer une conférence dédiée au baromètre 2022 de l'expérience collaborateur qui aura lieu le jeudi. Je vous donne également rendez-vous le 14 avril prochain pour les webinaires Parlons RH comme tous les mois, tous les derniers jeudis de chaque mois, quasiment troisième semaine. Le 14 avril, ce n'est pas vraiment la troisième semaine, mais les vacances étaient là. Rendez-vous à 11h avec Estelle Taverna qui est Payroll Product Manager de Talentia Software. Et écoutez bien le sujet, vous verrez qu'on reste dans la thématique paye et processus RH au cœur de
l'expérience collaborateur, comme quoi on est vraiment, à mon avis, je l'espère en tout cas, sur les bons sujets. Merci encore, merci à toutes et à très bientôt et surtout, portez-vous bien. Merci beaucoup.